Alors, la succession des systèmes de produits industriels, là je vais en parler très rapidement. Il s'agit de voir que la position de l'innovation dans la manière de fonctionner des entreprises a beaucoup évolué. Quand on était dans les années 40, 50, 60 plutôt en France c'est plutôt 50-60, on est dans de la production de masse, c'est là où commence à se faire de la production de masse, de produits qui sont tous pareils. Vous aviez un type de lait, un type de yaourt, un type de biscuit, variété, rien du tout. Il était de bonne qualité parce qu'il était produit par des usines qui, à cette époque, commencent à être très mécanisées et commencent à être à grande échelle, commencent à faire des usines à grande échelle. Donc on réduit les coûts tout en gardant de la bonne qualité. Donc mais produits très standardisés, très standards. Pourquoi ça marchait? Parce que les marchés étaient en croissance. On était sur des marchés en croissance. Donc, marché en croissance dit moindre concurrence, puisque le gâteau s'accroît. Donc, sur un gâteau qui s'accroît, la concurrence dans les entreprises est moindre. Donc, pas besoin d'aller faire de la variété, pas besoin d'aller faire de l'innovation. Faire des produits de bonne qualité, ça suffit. Donc, sur des marchés en croissance, on peut rester sur un modèle, on fait de la bonne qualité standard, ça suffit. Mais, peu à peu, l'économie s'est mondialisée, les concurrents, ils sont partout dans le monde, donc la pression concurrentielle est très forte. Et ensuite, dans les pays développés, le niveau de vie a quand même augmenté, il a même augmenté de façon très importante par rapport aux années 50 et 60, on ne s'en rend pas compte, mais il a énormément augmenté. Et donc, eh bien, en fait, les marchés, ils sont saturés maintenant. Les entreprises produisent exactement tout ce qu'il faut pour les gens. C'est pour ça aussi qu'on va vers des segmentations de marché. On est obligé de s'adapter plus finement à telle et telle catégorie de consommateurs pour essayer de trouver de la demande, de trouver du marché. Donc on va très loin dans l'adaptation à des segments de consommation pour trouver du marché parce que le gâteau, il n'augmente plus. Le marché, dans les pays développés, les marchés sont saturés, le gâteau n'augmente plus. Donc les entreprises sont dans des concurrences féroces entre elles. Et l'innovation, c'est une manière de se battre contre la concurrence. Donc, variété, donc innovation, pour prendre les marchés aux concurrents. Mais effectivement, vous seriez sur un marché émergent qui augmente de 10-15% par an, vous n'auriez pas besoin d'être autant innovant, vous n'auriez pas besoin de faire de la variété comme ça, parce que le marché est croissant. Et donc, dans ce cas-là, faire des produits de qualité standard, ça va vous permettre d'être rentable comme entreprise. Donc, c'est la saturation des marchés et la concurrence qui fait qu'on est obligé de faire de la variété et d'innover. Et même les entreprises finissent par innover de manière, on appelle ça l'innovation continue, une innovation répétée, d'une manière qui n'est plus très rationnelle. Ça finit par ne pas... Vous voyez les linéaires de supermarchés, à un certain moment, il y avait beaucoup d'aliments santé, par exemple, où on vantait que c'était bon pour la y compris Actimel, d'ailleurs, qui était bon pour la santé des gens. Les entreprises étaient amenées à promettre des choses qui n'étaient absolument pas réelles. Donc on allait trop loin dans de la fausse nouveauté pour justement stimuler une demande et se battre contre les concurrents face à un marché qui est limité. Et des directeurs R&D nous disent l'innovation, c'est la course à l'échalote. On passe, chaque année, il faut trouver des produits nouveaux. Mais bon, c'est pas, en fait, on ne sort pas chaque année des produits intéressants. C'est pas vrai. Donc, modèle de variété, modèle d'innovation. Ensuite, les entreprises sont dans des modèles de réactivité. C'est-à-dire que c'est les systèmes juste à temps, sont passés dans des modèles de réactivité pour réduire les coûts. Système juste à temps, système zéro stock, etc. Réduire les coûts, tous les coûts logistiques, on les a mieux gérés pour réduire les coûts sur ces aspects-là. Donc ça aussi, c'est un effet de la concurrence. Réduire tous les coûts qu'on peut. Et ensuite, on peut dire que le plus dur, c'est ce qu'on appelle la flexibilité d'initiative, c'est-à-dire c'est d'aller de plus en plus vers le fait d'être proactif, de changer l'environnement. Et ça, on peut le faire avec de l'innovation, par exemple. Avec la tablette, Apple a changé le comportement des gens, donc il a changé son environnement. Danone, très tôt, a été en Chine, par exemple. Alors, ils espéraient y faire du produit laitier, ils ont eu du mal, parce que la Chine, c'est pas un pays où il y a beaucoup de prairies, donc c'est pas un pays où ils ont une culture du lait, c'est un pays très montagneux, en fait. Et donc, et puis faire du lait, ça veut dire produire avec des qualités d'asepsie très, très fortes, très bonnes.
Donc c'est dur à implanter. Donc ils ont eu du mal, ils ont voulu implanter les produits laitiers en Chine, hein, étant donné que c'est un énorme marché, étant donné que la force de la France en agroalimentaire, c'est beaucoup sur les produits laitiers. C'était intéressant d'essayer de le faire. On ne peut pas dire qu'ils aient complètement réussi. Mais par contre, ils se sont mis sur tout ce qui est eau embouteillée. Et là, c'est des marchés qui sont énormes et sur lesquels... Et donc, ils ont implanté la marque très tôt, depuis très longtemps, en Chine. Et ça, c'est très important, parce qu'une marque, ça met du temps à s'installer dans l'esprit des gens. Créer un lien entre les gens et la marque, c'est très important. Et la Chine, c'est un marché considérable. Donc, on peut dire que là, ils ont été proactifs dans la mesure où ils ont été très tôt, alors que personne n'y allait. En Chine, à un moment où personne n'y allait. Et ils ont réussi à créer, à changer un peu les Chinois dans la mesure où Danone, c'est Danone, je crois, c'est un nom qui résonne maintenant dans l'esprit des Chinois. Donc, ils ont changé les Chinois d'une certaine manière. Donc voilà, donc la flexibilité d'initiative, c'est comme ça, essayer de changer l'environnement en créant de nouvelles normes, en créant de nouvelles habitudes chez vos clients. C'est être proactif. Alors, juste un point sur le modèle de réactivité ici. C'est que, par exemple, en France, en été, eh bien, une grande partie de la population descend vers le sud de la France. Et ça, il faut que les entreprises l'anticipent. Un modèle de réactivité, ça veut dire que vous prévoyez que vous allez louer des entrepôts ou en acheter dans le sud de la France et faire passer tous vos produits dans les entrepôts au sud pour approvisionner les magasins au sud. Et ça peut être modèle de réactivité si un marché se développe, vous découvrez qu'un marché se développe en Italie par exemple, ou je ne sais pas, en Suisse, de prévoir tout de suite de louer les bons entrepôts pour y faire aller vos produits. Donc vous voyez, c'est d'être beaucoup plus réactif face aux environnements pour suivre l'environnement. Voilà. Bien, on va sur la typologie des trajectoires des secteurs industriels. En fait, c'est une typologie qui est intéressante parce qu'elle classe les secteurs industriels en prenant en compte leur source de technologie, d'où vient leur connaissance technologique, quel est le type de besoin des utilisateurs, est-ce qu'ils sont sensibles au prix surtout, ou est-ce qu'ils sont sensibles surtout à la performance, et les modalités pour se protéger de la concurrence. Comment ils se protègent de l'imitation quand ils innovent. Alors, il y a 3 types de secteurs. Alors, c'est adapté de pas vite, il y a une légère modification. Les secteurs dominés par leurs fournisseurs, les secteurs production intensive, les secteurs fournisseurs spécialisés. Pas vite disait les petits fournisseurs spécialisés. Mais en fait, on s'aperçoit que les fournisseurs dans notre économie sont devenus d'énormes groupes. Avant, l'automobile avait des petits fournisseurs, en verre, pour l'électronique, pour les aspects mécaniques. Maintenant, c'est Saint-Gobain. En fait, ces entreprises ont cru énormément. Et tous ces fournisseurs, ils se sont développés énormément au fur et à mesure que les entreprises se recentraient sur leur métier de base, justement. C'est que les entreprises ont de plus en plus sous-traité des parties de leur activité pour se spécialiser sur leur cœur de compétences, sur ce qu'elles savaient le mieux faire. Et du coup, maintenant, on a des entreprises fournisseurs, d'autres entreprises, donc fournisseurs en B2B, qui sont des groupes énormes. En agroalimentaire, c'est pareil. Les groupes d'ingrédients, les groupes d'arômes ne sont pas tous des très gros groupes, mais enfin, il y a énormément de très grands groupes dans ces secteurs-là. Et puis, les secteurs basés sur la science. Donc, on va voir cette typologie en prenant en compte donc, ces 3 critères. Alors, les secteurs dominés par leurs fournisseurs. À quoi ils pensent, pas vite, dans ce secteur-là, on va trouver les entreprises du textile, pas mal, et puis un bon nombre d'entreprises de l'agroalimentaire dans ce secteur-là. C'est des entreprises donc, qui ont des faibles capacités internes de R&D et d'ingénierie. Dans beaucoup d'entreprises agroalimentaires, vous avez moins d'une dizaine d'ingénieurs en R&D, par exemple. Et pourquoi elles ont ces faibles capacités? Parce que quand vous achetez un produit agroalimentaire, par exemple, ou que vous achetez un vêtement ordinaire, vous êtes sensible à la performance du produit ou à son prix. Les deux, mais quand même, la performance au prix est très forte. Donc, ces secteurs où la performance au prix est très forte, ça fait que, par exemple, en agroalimentaire, les distributeurs qui se font concurrence entre eux essaient de proposer des prix faibles pour se battre contre le distributeur d'à côté, et du coup, font pression sur les fabricants pour obtenir des prix très faibles. Donc, c'est difficile pour les entreprises de l'agroalimentaire d'avoir des budgets importants parce qu'elles ont des marges très faibles.
Les entreprises agroalimentaires, en tendance, ont des marges faibles parce qu'elles sont très contraintes au niveau des prix. De ce fait-là, elles ne développent pas des capacités internes et d'ingénierie très fortes. Et de ce fait-là, elles vont beaucoup s'appuyer sur leurs fournisseurs. Alors les fournisseurs, ça va être les fournisseurs d'équipements, ceux qui fournissent des machines, les fournisseurs d'ingrédients, ou ça peut être des fournisseurs de composants, des fournisseurs d'emballage pour l'agroalimentaire. Et ces fournisseurs, donc ça peut être des gens qui, eux, c'est des fournisseurs qui vont faire énormément de recherche et de R&D pour produire des produits technologiquement très innovants et parfois high-tech. Alors, comment se protéger de la concurrence dans ces conditions-là, quand vous ne faites pas vous-même beaucoup de recherche, que vous n'avez pas une recherche technologique avancée, vous n'allez pas avoir des barrières technologiques importantes pour vous protéger contre la concurrence. Donc, dans ce cas-là, on va se protéger, d'une part, par les secrets de fabrication quand même. Donc, on évite d'être copié, qu'il y ait des gens qui viennent dans votre usine voir comment vous faites. Par les compétences du métier, tous les savoir-faire, ça fait longtemps qu'on produit, donc on a un process sur lequel on a beaucoup travaillé qui est de qualité. Par les aspects esthétiques, les emballages, on va soigner les emballages, on va soigner la communication du produit par l'emballage, par les marques, parce que quand on a produit des produits de qualité pendant longtemps sous une certaine marque, le consommateur a une fidélité à cette marque. Donc ça va protéger s'il y a un autre qui vient faire la même catégorie de produits que vous. Mettons, quelqu'un vient de faire des biscuits avec... les consommateurs de biscuits Lu, qui sont habitués à trouver leurs biscuits de qualité sous cette marque-là, ils ne vont peut-être pas aller prendre le biscuit d'à côté. Donc ça, c'est la fidélité à la marque. Et tout ce qui est publicité. Mais là, il faut que ce soit des entreprises qui aient les moyens. Les PME ont des budgets, parce que la publicité coûte, en tout cas, la publicité télévisée coûte très cher. Après, vous avez la publicité dans les journaux, mais de toute façon, ça coûte assez cher aussi. Et ça a un impact qui est quand même beaucoup moins pour les produits de grande consommation. Donc, très peu de brevets déposés dans ces secteurs-là, parce que, justement, pour breveter, il faut avoir quelque chose de technologiquement nouveau. Une recette ne se brevette pas. L'INPI n'acceptera pas, ou rarement, une recette. Il faut vraiment quelque chose de nouveau, et généralement de technologie nouvelle pour le breveter. Et c'est normal d'ailleurs, parce que si ce n'était pas technologiquement nouveau, ce serait très facile à contourner. On pourrait breveter, mais de toute façon, d'autres pourraient, parce qu'une recette, il suffirait de changer un ingrédient pour finalement contourner le brevet. Donc ça, c'est un type de secteur particulier. Et on voit pourquoi les marques, les secrets de fabrication, c'est important pour ces secteurs-là. Maintenant, les secteurs production intensive. Donc là, on va trouver l'électroménager, le petit électroménager, les entreprises comme SEB, par exemple, l'automobile, et puis aussi les grands groupes de l'agroalimentaire, les grandes entreprises de l'agroalimentaire. Alors, dans ces secteurs-là, les clients, ils sont sensibles au prix et à la qualité. Ils sont à la fois sensibles au prix, mais pour des entreprises qui ont des marques connues, finalement, le consommateur, il attend une certaine qualité du produit. Si vous faites un produit qui est déceptif en qualité sous une marque connue, vous allez détruire votre marque, votre image de marque. Donc, les deux sont importants. Du coup, ces entreprises vont à la fois avoir des équipes R&D internes, à la fois des équipes d'ingénierie. Ingénierie, c'est les gens qui travaillent sur les machines de l'entreprise. Et ça va être important. Et à la fois, ils vont s'appuyer sur des fournisseurs. Donc, cela travaille en s'appuyant du point de vue de la technologie sur deux sources, des sources internes et deux sources externes, fournisseurs de composants, fournisseurs d'ingrédients, fournisseurs de machines, d'équipements. Et ces fournisseurs, en fait, souvent, vont pouvoir, souvent avec des grands groupes, quand un ingrédient ou une machine est stratégique, mettons une entreprise, un grand groupe qui veut faire un biscuit, mettons les biscuits comme le biscuit BN. Vous savez, le biscuit BN, il a des trous pour les yeux et puis il sourit. Et bien pour ça, il faut une machine spéciale. Et donc ce genre de choses, c'est développé entre United Biscuits qui produit les chocos BN et un grand groupe équipementier qui produit la machine pour faire ça.
Donc la machine va être développée entre les deux. Et United Biscuits va vouloir que cette machine-là ne puisse pas être vendue le lendemain à une PME qui ferait pour les distributeurs des MDD, des marques de distributeurs avec des chocobènes qui souriraient, avec des biscuits qui souriraient exactement pareil. Ce serait pas intéressant du tout. Donc le grand groupe va se défendre là en signant un contrat d'exclusivité avec le fournisseur. C'est-à-dire qu'il va accepter en fait de surpayer un petit peu la machine, moyennant que le fournisseur lui garantisse que cette machine, il la garde, par exemple, pendant un certain nombre d'années, uniquement pour United Biscuits. Là, je pense que ça doit être très long quand même pour la garantie de confidentialité. Mais donc ce genre de choses permet de se protéger de la concurrence. Alors, est-ce qu'une PME peut obtenir comme ça une exclusivité, soit pour une machine, soit pour un ingrédient? Mais la PME, est-ce qu'elle représente un gros marché pour le fournisseur? Ben non, elle a un tout petit marché, tandis que quand vous êtes United Biscuits, vous en vendez des chocobènes. Donc, vous allez en avoir besoin dans plusieurs... United Biscuits, c'est une multinationale. Donc, dans plusieurs usines, dans plusieurs pays, ils auront besoin de cette machine. Donc, pour le fournisseur, pour l'équipementier, c'est un énorme marché. Donc, il va accepter de ne le vendre qu'à United Biscuits pendant un certain nombre d'années. Alors, ça peut être... mais ça, ce n'est faisable que pour un grand groupe. Une PME, une entreprise moyenne, ça ne peut marcher que si elle s'adresse à des fournisseurs qui sont à peu près de la même taille. Si c'est des fournisseurs qui eux aussi sont petits ou moyens, bah peut-être que la PME va être un gros marché. Pour un petit fournisseur, la PME peut peut-être... Donc il faut essayer de raisonner comme ça avec vos partenaires, de voir si vous êtes un marché intéressant ou pas pour eux. Et en fonction de ça, vous pourrez leur demander ce genre de choses, de l'exclusivité. Alors, ces entreprises sont orientées vers les progrès technologiques, vers la réduction des coûts. Et les avantages compétitifs sont évidemment par toutes les compétences développées en interne. Les grands groupes ont énormément de compétences d'experts dans leur sein, de compétences très pointues. Par la fidélité à des marques commerciales qui, pendant longtemps, ont soutenu des produits de qualité et donc le consommateur a une relation de fidélité à ces marques. Avec la publicité, parce que ces groupes ont les moyens d'en faire, notamment de la publicité télévisée, et la technologie à travers les relations d'exclusivité, des partenariats d'exclusivité avec les consommateurs. Ceci dit, par exemple, les grands groupes d'agroalimentaire déposent peu de brevets. Peu de brevets, l'automobile aussi. En fait, c'est des secteurs qui brevettent peu. Ils vont plutôt s'appuyer sur les secrets de fabrication et sur ces relations d'exclusivité avec les fournisseurs pour se protéger, et aussi sur les marques. Alors, les marques protègent, parce qu'il faut... Je vous l'ai déjà expliqué, mais il faut quand même peut-être que j'y revienne. Quand vous lancez un nouveau produit et que le consommateur le trouve bon, eh bien, vous devenez une référence pour le consommateur. Et donc, derrière, vous serez imité par vos concurrents et peut-être même par des marques distributeurs, mais si vous êtes resté un an seul sur le marché avec un produit qui était bon, ben, le consommateur il va être attaché au nom de ce produit. Et ça deviendra pour lui la référence pour ce produit-là. Certains gens, pour eux, la référence de la tablette, bon, ben, c'est l'iPad, c'est Apple. Et puis, pour eux, une autre, ben, forcément, dans leur tête, ce sera moins bien. Ils ne vont pas chercher, mais ce sera moins bien parce qu'ils ont créé un lien avec ce nom-là. Et c'est là-dessus, et ça, c'est donc une protection contre la concurrence. Quand vous avez réussi à être le premier sur le marché, vous devenez une référence pour le consommateur, et du coup, votre marque, à elle seule, vous protège des concurrents qui n'auront pas la même marque et le même nom, et donc qui ne créeront jamais ce même lien de fidélité avec le consommateur. Et ça peut être, en agroalimentaire, ça marche très bien, hein, et dans tous les secteurs, ça marche très bien. Ces questions de fidélité à la marque marchent très bien, et en B2B, ça marche très bien aussi, parce que si un grand groupe, par exemple, quand il a décidé d'acheter un équipement, une ligne de fabrication, ou même une imprimante. Je vous dis, les décisions d'investissement, ça va passer par des tas de comités, etc. Il faut que plein de gens donnent leur avis, etc. Donc, ils vont discuter, ils ne seront pas tous sensibles aux mêmes choses, ils ne vont pas chercher la même performance, ils n'auront pas les mêmes critères de choix pour décider d'un achat d'une machine, c'est important. Proposer une marque prestigieuse, c'est une manière de mettre tout le monde d'accord. Et du coup, la décision est plus vite prise.
et on peut passer à autre chose. Donc les aspects marques peuvent aussi jouer, influencer beaucoup l'achat en B2B quand on vend à des grandes entreprises. Alors la publicité et la technologie à travers les relations d'exclusivité avec les fournisseurs. Alors, autre secteur, les fournisseurs spécialisés, donc ceux qui étaient petits, autant de pas vite, qui maintenant peuvent être d'énormes groupes. Alors là-dedans, on va trouver les entreprises d'ingénierie, évidemment, les entreprises d'ingrédients, les entreprises qui fournissent des tas de composants à l'industrie automobile, tous les équipements mécaniques, les équipements électroniques. On va trouver aussi l'ingénierie, l'informatique, la biotechnologie aussi dans ces secteurs-là. Et donc les ingrédients, l'agroalimentaire, les grands groupes d'arômes. Alors, dans ces secteurs-là, en fait, ils vendent, c'est du B2B. C'est-à-dire qu'ils vendent à d'autres, c'est des entreprises qui vendent à d'autres entreprises, business to business. Donc, ils vendent à des très grandes entreprises qui ont les moyens, qui ont des budgets. Et donc, ces entreprises, elles attendent de la performance. En général, elles cherchent un produit de performance, même s'il faut le payer un peu cher. Donc, ces entreprises-là, elles peuvent faire de la marge et elles peuvent entretenir donc, des équipes R&D internes importantes. Donc, elles vont avoir de la marge pour financer des équipes R&D, pour financer leur recherche interne. Et du coup, elles vont avoir des sources de technologie internes et aussi externes parce qu'en fait, elles vont beaucoup travailler avec les entreprises clients. Quand vous développez une machine pour des usines Danone ou Kraft ou Mars, vous allez les voir in situ, dans les entreprises. Vous allez regarder ce qu'ils font. Vous allez regarder comment sont leurs locaux, comment c'est configuré. Vous allez regarder la formation de leur personnel. Et leurs besoins aussi, leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire exactement. Et c'est en travaillant avec eux que vous allez développer la machine. Donc, les sources de technologie, les entreprises clientes vont vous apprendre aussi beaucoup de choses sur cette machine, ce qu'on veut en faire, ce qu'on souhaite en faire. Et donc, il y a énormément d'échanges de compétences, et y compris, je vous parlais de compétences tacites, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas très bien expliquer sur ce qu'on fait sur une ligne de production. Il y a aussi des tas de trucs, la machine on la cale comme ci, comme ça, on a tel problème, donc on s'arrange, on bricole comme ci, comme ça, donc l'équipementier, là, il va voir comment résoudre ce problème qui se pose sur la ligne de production. Donc ces fournisseurs-là, ils vont déposer beaucoup de brevets. En fait, je ne l'ai pas mis sur le slide, mais c'est des secteurs qui vont déposer beaucoup de brevets. Et c'est ça qui va leur servir de barrière technologique. Parce que sinon, les entreprises clientes, elles pourraient piquer leur technologie. Ce qui peut arriver aussi, donc il faut se méfier. Donc là, c'est des secteurs qui sont effectivement source d'énormément de brevets. Les entreprises basées sur la science. Donc là, on va trouver l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, qui vont beaucoup s'appuyer sur la recherche publique, sur tout ce qui est produit par la recherche publique. Alors, on a des clients, si vous achetez des médicaments, vous êtes sensible à la performance. Pour se soigner, on est plutôt sensible à la performance. Surtout qu'en fait, depuis quand s'est développée l'industrie pharmaceutique en France? Depuis 1945 qu'on a créé la sécurité sociale. Donc c'est des secteurs, par exemple la pharmacie, c'est un secteur où c'est bien parce qu'on a solvabilisé la demande. En créant la sécurité sociale, en fait on mutualise les dépenses de santé. Aux États-Unis, ce n'est pas une sécurité sociale publique, mais c'est des mutuelles privées, mais qui font la même chose, qui mutualisent les dépenses de santé. Et ça fait qu'il y a un marché pour ces produits. Parce que sinon, les entreprises de la pharmacie, par exemple, elles vendraient des médicaments, mais uniquement à la petite catégorie aisée qui peut en payer le coût. Même quand elle a des maladies très graves, elle peut en payer le coût, tandis que... Et donc, ça ferait un tout petit marché. Le fait d'avoir créé la sécurité sociale, ça a permis que tout le monde peut se soigner, et donc ça fait un gros marché pour les médicaments. Donc ça, c'est important. Là, on peut faire de la marge. Donc c'est des entreprises qui font énormément de marge et qui font de cela beaucoup de recherche. Des entreprises qui font souvent 12% de leur valeur ajoutée va à la recherche, même 20% parfois.
Donc, c'est des entreprises qui font beaucoup de recherche, mais qui s'appuient aussi énormément sur la recherche académique. Alors, avant, c'était surtout la recherche interne, recherche proche du fondamental plus R&D interne. C'est des secteurs où il y a réellement de la recherche proche du fondamental, appliquée, mais quand même très proche, chez les seuls. C'est les seuls où il y a ce type de recherche. Et la R&D interne, et qui s'appuyait sur la recherche publique. Maintenant, la pharmacie s'est aperçue que ils n'arrivaient plus à développer suffisamment d'innovation. Ils n'arrivaient plus à sortir des blockbusters, des médicaments qui font des chiffres d'affaires énormes. Et ils se sont aperçus qu'en fait, pour être créatifs, il fallait qu'ils s'appuient sur des startups. Et donc maintenant, ils s'appuient beaucoup sur des réseaux de startups de biotech et aussi sur d'autres entreprises, par exemple les études cliniques. La conception d'une étude clinique sera faite par le grand groupe pharmaceutique, hein, c'est important, mais sa réalisation concrète, on va la sous-traiter à une entreprise qui est spécialisée dans la réalisation d'études cliniques, donc qui va savoir contacter les hôpitaux, parce qu'en général ça se fait en hôpital, recruter le personnel médical pour les faire, les organiser, etc. Et donc on va voir qu'il y a un éclatement, en fait, il y a une division du travail de plus en plus forte entre les entreprises, qui fait qu'on a de plus en plus des écosystèmes d'entreprises, en fait, tout un écosystème d'entreprises pour produire, par exemple, un médicament. Donc, c'est un réseau d'entreprises qui va créer un médicament, avec à la tête souvent un grand groupe pharmaceutique. Alors, parfois, la start-up de biotech va découvrir la molécule au départ, travailler sur l'expérimentation animale, peut-être faire les premiers pas d'études cliniques chez l'homme, ça dépend. Ils aimeraient bien en général, mais c'est pas facile, ça coûte cher. Et si ça échoue après, c'est de l'argent qui a été dépensé en vain. Alors, les grands groupes, ils ont les budgets pour ça. Les startups, c'est plus difficile. Hein. Il faut qu'ils se financent généralement auprès de financeurs particuliers. Et puis, à terme, la startup de biotech, souvent, elle espère être rachetée par un grand groupe parce que les études cliniques coûtent tellement cher qu'elle ne pourra pas les faire elle-même. Et ensuite, tout ce qui est production de médicaments à grande échelle, la startup, elle sera incapable de le faire. Les grands groupes pharmaceutiques, ils ont les usines pour ça. Et distribution aussi, les grands groupes pharmaceutiques, ils ont des relations avec les distributeurs de médicaments qui les distribuent eux-mêmes aux pharmacies. Donc tout ça, après, c'est beaucoup plus facile à être fait par un grand groupe. Donc la start-up, elle va aller jusqu'à un stade, et puis ensuite, soit elle va vendre son brevet si elle a d'autres molécules, donc elle va vendre son brevet ou céder la licence sur cette molécule au grand groupe, soit carrément elle va se faire entièrement racheter. Donc c'est des secteurs qui quand même s'appuient beaucoup sur la recherche publique, hein, je vous l'ai dit. Et donc les avantages compétitifs, donc le fait de se défendre contre la concurrence, eh bien ça va être beaucoup par les brevets, énormément de brevets. Et puis les secrets de fabrication, il y en a quand même, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas breveter. Et puis tout ce qui est d'avoir des relations d'exclusivité et de signer des contrats d'exclusivité avec ses fournisseurs, avec la biotech avec qui on travaille, et la biotech aussi, hein, faire signer des contrats de confidentialité, organiser la confidentialité pour qu'il n'y ait pas de fuite chez les concurrents. Et beaucoup de brevets, et dans ces secteurs, des batailles de brevets, comme dans le secteur informatique, etc., et logiciel, des batailles sur les brevets, parce que dès que le concurrent sort des brevets, on l'attaque pour essayer de voir si on ne peut pas faire sauter son brevet en disant mais finalement moi je fais la même chose. On conteste. Et si on a l'impression qu'il a fait quelque chose que nous, on avait breveté, on essaie aussi là de contester pour se protéger. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions ?